Oui, et la caméra. Bonjour à tous. Je nous laisse quelques instants pour les derniers participants. Je leur laisse quelques instants pour nous rejoindre et puis on pourra débuter. On va pouvoir débuter. Et donc, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour ce premier webinaire de l'année 2022, on va vous parler donc de l'interactivité hydraulique et la compatibilité des débits. Ce webinaire, nous l'avons créé en collaboration avec Brice Ducly, responsable prescription sur l'Île-de-France, et Eric Bernadou, qui vont vous présenter donc les différents sujets du jour. Avant de poursuivre, quelques questions pratiques. Nous maintenons donc vos micros inactifs afin de pouvoir présenter dans les meilleures conditions. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les taper dans la fenêtre questions que vous retrouverez à la droite de votre écran dans le panneau de configuration. Vous pouvez taper toutes vos questions, des messages également. Si vous voulez également ensuite nous recontacter pour discuter de projets, de problématiques un peu plus spécifiques, n'hésitez pas. Et puis, on répondra à toutes vos questions en fin de présentation lors d'une session d'une quinzaine de minutes. L'année dernière, nous avions débuté une série de webinaires, donc 6 webinaires sur l'année 2020, qui portaient sur les solutions hydrauliques pour répondre aux nouvelles contraintes d'optimisation énergétique et environnementale. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle série de webinaires plus précisément centrée sur la régulation. Donc, on va parler d'interactivité hydraulique et compatibilité des débits aujourd'hui. Et on se donnera rendez-vous ensuite le 19 mai pour parler de boucles de régulation et différentes applications. Et ensuite le 23 juin pour vous présenter une nouvelle technologie qui est la TA Smart, donc une vanne de régulation connectée avec un comptage d'énergie. Pour rappel, IMI, c'est une industrie métallurgique, un groupe métallurgique qui existe depuis 1862, c'est Imperial Metal Industries, et qui rayonne dans le monde à travers 3 divisions, pour 3 secteurs bien spécifiques. Le premier, le secteur automobile et pharmaceutique avec IMI Précision, qui produit des microvannes donc de précision pour ces secteurs. IMI Critical, qui est lui plutôt spécialisé sur le contrôle des fluides dans le milieu industriel, en milieu process, oil and gas. Et enfin, IMI Hydraulique Engineering, c'est nous. Nous nous spécialisons plutôt sur les bâtiments résidentiels et commerciaux, donc dans tout ce qui est système CVC pour ces applications, que ce soit en neuf ou en rénovation. Pour ça, donc on vous propose différents produits à travers 3 marques qui vont vous permettre d'agir sur toute la chaîne de valeur hydraulique pour maîtriser le fonctionnement hydraulique de l'installation. La première marque, c'est IMI Pneumatex pour le maintien de la pression dans votre installation et la préservation de la qualité d'eau. IMI TA pour l'équilibrage et la régulation. Et enfin, IMI AMIR pour la régulation thermostatique des unités terminales. Il faut savoir que l'ensemble de notre secteur de recherche et de développement, ainsi que nos centres de production, se trouvent en Europe. On a à travers 3 usines, fonderies, donc qui sont situées en Allemagne, en Suède et en Suisse. On a également un bureau de recherche en électronique en Belgique. Donc l'ensemble de notre chaîne de valeur de l'étude
à la production est réalisé en Europe. Nous mettons à votre disposition différents services. Le premier, ce sont des logiciels de sélection, à la fois sur PC avec iSelect ou alors sur mobile grâce à l'application iTools, qui vont vous permettre de dimensionner, sélectionner des vannes d'équilibrage, de régulation, des diamètres de tuyauterie et de faire tous vos calculs hydrauliques habituels. Sur terrain, vous avez également l'instrument de mesure, la mallette d'équilibrage Théascope, qui va vous permettre de réaliser de A à Z un équilibrage hydraulique et également de réaliser un diagnostic de pression, de débit, pour comprendre si ce qui ne fonctionne pas bien sur l'installation ou bien l'optimiser. Ensuite, nous avons un bureau d'études qui va vous permettre d'optimiser vos calculs hydrauliques. On peut faire, à l'aide de ce bureau d'études, on peut réaliser des simulations de vos réseaux, une étude complète de votre réseau hydraulique et vous conseiller donc dans la sélection, l'installation et le réglage de l'ensemble de vos éléments. Enfin, nous avons un centre de formation sur place à Tremblay ou à distance via Teams, par exemple. On peut également venir chez vous pour vous faire des formations. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour discuter de votre projet de formation et l'organiser ensemble. Dernière chose, on propose également des audits de chaufferie. On vient sur place dans votre chaufferie, on relève les différents éléments qui sont installés, ce qui peut être amélioré, ce qui peut être remplacé, et on vous rend un rapport d'audit en fin de visite. Voilà. Par rapport à ces audits et aux études réalisées par notre bureau d'études, un petit mot sur un des derniers projets qu'on vient de réaliser en collaboration avec Lefort-Franchetot, c'est la tour Tout-Lyon, donc à Lyon, près de la gare Lyon-Pardieu. Une tour où on a réalisé plus de 100 heures d'études en collaboration donc avec l'installateur et le bureau d'études pour pouvoir réaliser l'ensemble de la régulation sur cette tour de 170 mètres. Un petit mot sur l'environnement. Alors, on parle beaucoup de performance énergétique, d'économie d'énergie réalisée sur le système hydraulique à l'aide de la régulation, de l'équilibrage, des pressions, de différentes notions hydrauliques. Et je voulais vous parler également d'économie, mais au niveau de notre production, au niveau de notre empreinte énergétique, nous, IMI, dans nos usines. Et on met un grand accent là-dessus, car en fait, entre 2017 et 2021, nous sommes parvenus à réduire notre empreinte carbone de 66%, notamment grâce à des sources vertes d'électricité, en récupérant la chaleur de certains de nos process. Et nous avons pu récupérer donc 440 MWh d'énergie par an. Une économie donc assez conséquente. Sur l'eau également, avec une réduction de la consommation de 24% grâce à l'utilisation de circuits fermés pour réutiliser l'eau utilisée dans nos process de production et la création de mini-stations d'épuration. Enfin, concernant les déchets, nous sommes toujours à la recherche de produits de sourcing un peu plus renouvelables, avec moins d'empreintes pour l'environnement. Et pour ça, nous avons réduit notre production, notre utilisation de déchets dangereux de 52% et globalement notre production de déchets de pratiquement 30%. Nous avons un objectif à 2040 à avoir une empreinte carbone complètement neutre, zéro, un bilan carbone neutre. Donc c'est un objectif ambitieux, pardon, et on met beaucoup d'opérations en place pour y arriver. Maintenant, on va passer au sujet du jour et je vais bientôt laisser donc la parole à Éric Bernadou qui va vous introduire le sujet du jour. On va vous parler d'interactivité hydraulique, de compatibilité des débits ensuite et Brice interviendra également sur des applications avec des bypass et des régulateurs de pression différentielle. Donc, je laisse maintenant la parole à Éric. Merci. Très bien, merci bien Antoine. Bonjour à tous. Donc je vais basculer sur mon écran. Je vais me dire si vous voyez correctement mon écran.
Oui, Est-ce que ça va là? parfait, c'est parfait. Très bien. Donc, on va démarrer donc ce sujet, ce thème que l'on a choisi aujourd'hui, l'interactivité et la compatibilité des débits. Alors, déjà, quand on regarde une installation de chauffage, de climatisation, eh bien, on doit l'aborder de façon globale, en partant à gauche ici de l'écran de la production, alors chaudière, groupe de froid, pompe à chaleur. Et là, on va avoir une préoccupation de savoir est-ce que déjà on a un maintien de pression qui est stabilisé, qui est bien dimensionné, qui fonctionne correctement, ça c'est primordial. La qualité d'eau, avoir des emboueurs efficaces, avoir des gazages efficaces de l'installation, et également, par exemple, le débit minimal nécessaire pour les groupes de froid, pour les pompes à chaleur, également les chaudières, savoir si on respecte bien ce débit minimal. Ensuite, si on se déplace dans l'installation, on va arriver à ce qu'on appelle aux interfaces hydrauliques, les bouteilles casse-pression, les ballons, les échangeurs. Et là, on va regarder particulièrement bien, justement ces notions d'interactivité hydraulique, de compatibilité de débit parasite. Et Brice va revenir en détail sur ces éléments-là. Après, on arrive à la distribution. On va se préoccuper des pompes, les pompes à vitesse variable qu'on utilise maintenant de façon extrêmement courante, mais notamment comment est-ce qu'on optimise la hauteur monométrique des pompes. C'est bien beau de mettre une pompe à vitesse variable, mais encore faut-il régler correctement son point de consigne, sa hauteur monométrique. Si on met un capteur de delta P séparé, à quel endroit il faudra le mettre de l'installation. On regardera les autorités des vannes de régulation. On se préoccupera des installations conversion de débit constant à débit variable. Donc là, il y a beaucoup d'installations existantes. On sait que le parc d'existants est extrêmement important et les sources d'économie d'énergie sont extrêmement importantes dans l'existant. Et notamment, la conversion d'installations qui travaillaient auparavant à débit constant tout au long de l'année, eh bien, les faire travailler à débit variable et comment on peut le faire de façon séquentielle d'ailleurs en respectant le fonctionnement de toute l'installation. L'équilibrage hydraulique, bien sûr, qui reste un élément primordial pour avoir le bon fonctionnement. Et puis enfin, on arrivera à l'utilisateur, l'unité terminale, et on se préoccupera de nouveau du comportement des vannes de régulation, de savoir est-ce qu'on a les bons débits qui arrivent sur l'unité terminale, CTA, ventiloconvecteur, plafond rayonnant, et puis surtout du type de régulation que l'on va mettre en place, tout ou rien, modulant, et le comportement de ces boucles de régulation. Vous voyez, c'est donc une vue d'ensemble que l'on va devoir avoir quand on regarde une installation en neuf, et encore plus quand on fait de la rénovation de gros sites comme des sites hospitaliers. Alors, le thème que l'on aborde aujourd'hui, ici, l'interactivité hydraulique, si on veut de définir, eh bien, on peut le dire assez simplement en disant que l'interactivité hydraulique, c'est en fait quand il y a une modification de débit quelque part sur l'installation, modification qui peut être liée à des fermetures ou des ouvertures de vannes sur l'installation, un enclenchement de pompe, eh bien, cette modification de débit provoque une variation de débit qui n'est pas souhaitée à un autre endroit de l'installation. En fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît, le commun des mortels connaît ça. Je sais pas, vous arrosez votre jardin ici, et puis quelqu'un ouvre un robinet, et puis vous voyez la pression de votre tuyau d'arrosage qui est en train de chuter. Donc il y a une interaction. Le fait d'ouvrir un robinet, ça change le débit et la pression sur une autre partie de l'installation. Vous êtes dans votre salle de bain, et puis vous prenez la douche, et puis quelqu'un ouvre le robinet du lavabo, et vous vous rendez compte que ça change les températures de la douche. Il y a une interaction ici, de nouveau hydraulique, sur l'installation. Donc, c'est une notion que l'on connaît bien, que l'on sent bien, qui est assez quand même difficile à maîtriser, notamment dès qu'on a des sites qui sont assez importants, parce qu'une action quelque part sur l'installation va changer le débit ailleurs. Alors, si on veut le regarder de façon plus détaillée, cette interaction hydraulique et de façon graphique, vous avez ici un premier exemple, le schéma en haut à droite, où vous avez deux pompes qui peuvent travailler en parallèle, donc si j'enclenche les deux en parallèle, sur deux circuits symbolisés ici qui sont aussi en parallèle. Et bien sûr, on regarde graphiquement, et certains ont l'habitude de ça, la caractéristique, vous savez, d'une pompe, hauteur manométrique délivrée par la pompe en fonction du débit. Et bien, c'est une courbe qui ressemble à ça. En fait, on pourrait dire, ouais, non, c'est pas correct ça, parce qu'une pompe à vitesse variable, elle a une courbe plate, par exemple. Oui, mais en fait, si vous prenez la courbe plate de la pompe et quand elle a poussé, mettons, dans le groupe de froid, eh bien, vous devez déduire de cette courbe plate la perte de charge de l'élément dans lequel elle a poussé. Et donc, finalement, vous obtenez, vu de l'extérieur, une courbe qui ressemble à cette première courbe ici, la courbe en violet. Eh bien,
ici, vous avez une pompe. Alors, par exemple, pour cette eau thermométrique de 100, on va dire 110 kPa, elle vous donnerait 80 mètres cubes heure. Et si vous dites, tiens, maintenant, je prends deux pompes et je les fais fonctionner en parallèle, les deux, j'enclenche les deux. Eh bien, graphiquement, pour une même eau thermométrique, vous êtes supposé pouvoir doubler le débit. Donc là où vous aviez 80 mètres cubes heure, eh bien, vous passez à 160. Et puis, si vous faites ça point à point, ici, pour 75 kPa, j'aurai à peu près 130 mètres cubes heure. Eh bien, j'aurai le double de plus de 260, enfin, etc. Donc, vous construisez votre courbe et vous obtenez cette courbe ici, 1 et 2 en parallèle. Maintenant, le débit de votre installation ne dépend pas que de la pompe et surtout pas, il dépend surtout du circuit que vous lui proposez. Et donc, on voit ici que si vous avez un circuit qui est enclenché, c'est la courbe en bleu ici, eh bien, le point d'intersection de ce circuit qui est ouvert quand une pompe est en fonctionnement, le point d'intersection, eh bien, c'est le débit de votre installation. Ici, c'est 80 mètres cubes heure. Et si maintenant, vous enclenchez la deuxième pompe en parallèle et vous ouvrez le deuxième circuit en parallèle, eh bien, vous avez la deuxième courbe en bleu ici, 1 et 2 en parallèle, avec vos deux courbes en parallèle, et le point d'intersection, vous êtes à 160 mètres cubes heure. Bah, tout a l'air d'aller bien, puisque j'ai enclenché une deuxième pompe, j'ai ouvert un deuxième circuit, j'avais 80 mètres cubes heure, et j'obtiens 160 mètres cubes heure, le double. Donc là, je n'ai pas de phénomène d'interactivité hydraulique. Regardons maintenant, deuxième cas de figure, où j'enclenche la deuxième pompe, mais pour autant, pour l'instant, le deuxième circuit n'est pas encore ouvert. Eh bien, je refais la construction graphique. Maintenant, eh bien, j'ai mes deux pompes. Une pompe, c'est ça. Les deux pompes en parallèle, c'est la courbe en violette ici en haut. Et j'ai qu'un seul circuit. Eh bien, on constate que quand j'ai une pompe qui tourne, j'obtiens 80 mètres cubes heure. J'enclenche la deuxième pompe. Combien de débit j'obtiens? Eh bien, ici, le point d'intersection me montre 90 mètres cubes heure. J'ai deux pompes qui tournent et je n'ai pas doublé mon débit. Je suis passé de 80 à 90 mètres cubes heure. D'ailleurs, si j'enclenche une troisième pompe, eh bien, je verrai que mon débit reste toujours voisin de 90 mètres cubes heure. Ah, tiens, là, c'est déjà un comportement hydraulique qui est différent. Alors, maintenant, j'ai les deux pompes enclenchées, 90 mètres cubes heure. 90 mètres cubes heure pour les deux pompes. Ça veut dire que chacune produit 45 mètres cubes heure. Celle qui auparavant délivrait 80, maintenant, tout d'un coup, elle a son débit qui a chuté à 45. Donc là, on voit une vraie interactivité. J'enclenche une deuxième pompe, et quand j'enclenche la deuxième pompe, ça fait chuter brutalement le débit de la première de 80 à 45 mètres cubes heure. Donc là, il y a une réelle interactivité. On peut aussi dire, bon, ok, enfin, pour les pompes, ce n'est pas très important, ce n'est pas très grave, mais si vous avez cette situation-là, imaginez sur deux chaudières ou sur deux groupes de froid. Quand vous enclenchez le deuxième groupe de froid, ici ça veut dire, sur une perte de charge qui ne serait pas négligeable, eh bien j'enclenche le deuxième groupe, ça fait chuter brutalement le débit du premier groupe. Donc là, j'ai une interactivité hydraulique qui se répercute sur le débit du premier groupe. Le premier groupe de froid, qui va avoir tout d'un coup son débit chuté, mettons, divisé par deux, eh bien, s'il continue à produire la même puissance, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que le delta T est multiplié par deux. Il augmente brutalement. Là où je sortais à une température à 6 degrés, eh bien, tout d'un coup, ma température commence à approcher la température de prise en glace au niveau de l'évaporateur. Et là, j'ai un vrai risque au niveau de ma machine frigorifique. Heureusement, je vais avoir ma sécurité qui va prendre le relais et je vais venir couper ma puissance du groupe, sinon je vais l'endommager. Mais j'ai besoin de la puissance, donc j'ai besoin d'enclencher. Donc là, on voit une véritable interactivité hydraulique qui est extrême, mais qui est une conséquence qui est importante sur la production de froid. Par exemple, je me situe dans une production de froid. Maintenant, si on regarde ces deux groupes de froid, et si au contraire, ils amènent leur débit sur un élément avec fait perte de charge, ici une boucle sans perte de charge, un bout de tuyau, eh bien on voit bien ici, bout de tuyau fait perte de charge, c'est la courbe en vert. Eh bien, quand j'ai un groupe, ici, j'ai 48 mètres cubes heure. Et quand j'enclenche le deuxième, j'ai 92 mètres cubes heure. Mais ça va, j'enclenche un deuxième groupe, j'ai bien quasiment doublé le débit. Et là, je n'ai plus d'interactivité hydraulique. Donc, l'interactivité hydraulique, on le voit ici directement, va dépendre de la perte de charge commune, si elle est significative ou pas, à plusieurs pompes. Alors, on peut prendre des exemples. On pourrait passer la matinée d'ailleurs à prendre des exemples de situations d'interactivité. Ici, je prends trois exemples qui me semblent significatifs. Le premier qu'on vient de décrire, eh bien, imaginez, donc j'ai deux groupes de froid qui poussent leur débit sur toute une installation. Bien là, pour le coup, ce n'est pas une perte de charge négligeable parce que c'est toute l'installation avec les tuyauteries, les vannes, les émetteurs, les CTA, les ventiloconvecteurs.
Et donc là, évidemment, quand je vais enclencher une deuxième pompe, ça va provoquer de l'interactivité sur le premier groupe. Donc, il y aura beaucoup de précautions à prendre. Enfin, on va éviter évidemment de faire un tel montage. D'autant qu'ici, si vous notez bien, on a affaire à une installation de travail à débit variable avec des vannes de voie ici qui sont symbolisées. Ça veut dire quand les vannes de voie vont commencer à se fermer, la perte de charge va encore augmenter davantage et va aggraver ce phénomène d'interactivité hydraulique. Donc, on pourra difficilement utiliser un tel montage. Le deuxième exemple est assez intéressant ici parce qu'on va avoir une interactivité hydraulique qui est un petit peu différente. Vous voyez ici, de façon classique, j'ai des 23 voies de régulation qui font la régulation pour chacun des départs. J'ai 3 départs régulés. On vient faire la régulation de température de départ, mettons en fonction de l'extérieur pour un réseau de radiateurs, pour un réseau de planches chauffantes, etc., pour un réseau de CTA. Et bien ici, on vient ici réguler, donc je vais mélanger de l'eau de retour de mon installation avec de l'eau de départ qui vient ici de mon échangeur pour faire la bonne température. Et bien ici, sur cette installation, j'ai un risque d'interactivité si cette perte de charge commune, cet échangeur est assez importante. Vous voyez ce qui va se passer. Ici, j'ai une certaine situation, mes 23 voies ont une position et je renvoie un certain débit sur cet échangeur, donc j'ai une certaine perte de charge. Et puis, j'ai par exemple ce circuit qui me demande plus de puissance, donc la 23 voies s'ouvre. Et comme elle s'ouvre, ça veut dire que je renvoie plus de débit ici sur mon échangeur pour venir chercher de la puissance. Comme je renvoie plus de débit, eh bien, je vais augmenter la perte de charge de cet échangeur. Et on sait que la perte de charge évolue au carré du débit. Si je double le débit, je multiplie par 4 la perte de charge. Donc ici, quand la 23 voies s'ouvre, j'envoie plus de débit, j'augmente la perte de charge. Puisque j'augmente cette perte de charge, qui est aussi commune aux autres, eh bien, il va se passer quoi sur les autres circuits qui n'avaient rien demandé? Tout d'un coup, cette pompe-là, elle voit face à elle une perte de charge qui a augmenté. Ça veut dire que son débit diminue. Puisque son débit diminue, la température de recyclage est en train de diminuer. Donc, le régulateur dit, oulala, moi, il faut que je réouvre ma vanne. Donc, lui-même va réagir pour réouvrir sa vanne et venir chercher plus de débit ici sur l'échangeur qui va augmenter la perte de charge. Ça va se répliquer sur le troisième qui va faire la même chose. Et on voit ici une interactivité hydraulique tout au long de la journée, l'ouverture d'une vanne de régulation impacte le circuit d'à côté qui va lui-même s'ouvrir, et puis etc. Et celui d'à côté qui va s'ouvrir. Et ce n'est pas quelque chose de qui est facile à voir sur un site parce que vous êtes dans votre chaufferie, vous avez les départs régulés, vous voyez les vannes de régulation qui bougent ici, qui s'ouvrent progressivement. Vous dites, bah, ok, c'est très bien, ça régule, donc ça veut dire que ça marche. Mais en fait, en réalité, elles sont en train de se poursuivre l'une et l'autre. L'ouverture d'une vanne provoque l'ouverture de l'autre vanne, etc. Donc ça, c'est un autre exemple d'interactivité hydraulique. Et puis le troisième exemple, qui est très connu pour ceux qui font de la mise au point, de l'équilibrage, du réglage hydraulique d'installation. Vous avez un réseau, par exemple ici, où vous distribuez du débit sur des échangeurs. Et puis, il vous faut un débit, alors pour faire simple, de 10, 10, 10, 10, les valeurs ici en vert, voilà, c'est votre débit que vous avez ajusté sur chacun des échangeurs. Et puis, vous dites, tiens, voyons ce qui se passe si jamais, par exemple, je change le débit ici au milieu et puis je ferme complètement la vanne ou la vanne de régulation se ferme complètement, elle passe à 0. Eh bien, on voit que si je ferme la vanne, je vais avoir une interaction hydraulique sur les autres circuits. Ben, on le sait, hein. Je ferme la vanne, ça va pousser plus de pression sur les autres. Je vais avoir une augmentation de débit. Ici, le débit des circuits qui sont en aval de cette vanne-là, eh bien, va augmenter ici. Ils passent à 13, donc ils augmentent de 30%. En fait, donc c'est une interaction hydraulique assez significative. Et on voit ici que les circuits en amont subissent aussi l'interactivité, mais différemment. C'est pas la même chose ici de 20% et 11%. Et d'ailleurs, c'est une loi hydraulique qu'on va utiliser, et de nouveau, ceux qui font de l'équilibrage connaissent ça. Dans les méthodologies d'équilibrage, on utilise cette loi, le fait que tout ce que vous faites ici sur une installation, en aval va se répercuter proportionnellement. Eh bien, on va utiliser ça pour faire ce qu'on appelle l'équilibrage proportionnel d'un réseau et éviter de, quand on fait le réglage de vanne, de dire, ben, tiens, je règle une vanne, ensuite j'en règle une autre, etc. Et puis, quand j'ai fini, si je vérifie la première, eh bien, elle a été déréglée. Donc, il faut que je repasse dessus, il faudrait que je repasse dessus X fois. Eh bien, pour éviter ça, on va appliquer des méthodes d'équilibrage qu'on appelle les méthodes proportionnelles, mais qui veulent se jouer de cet effet d'interactivité hydraulique. Les solutions que l'on a pour gérer l'interactivité hydraulique, et ensuite je vais passer la main à Brice pour aller plus dans le détail, mais les solutions ici, on a 4 types de solutions, c'est les 4 points rouges que vous voyez sur cet écran ici. La première solution, eh bien on l'a dit, c'est finalement
de casser la pression différentielle, d'éviter qu'il y ait une perte de charge commune, eh bien, c'est le rôle de ces fameuses bouteilles casse-pression, bypass casse-pression différentielle, ballon de découplage, qu'on va retrouver ici, symbolisé par ce bout de tuyau, interface entre la production et la distribution. Donc ici, on a un élément sans perte de charge, et en faisant ça, on a cassé l'interaction hydraulique entre les pompes, mettons des groupes de froid, et entre les pompes du primaire et du secondaire. À chaque fois qu'on aura mis un bypass casse-pression différentielle, on aura cassé l'interactivité hydraulique. Ensuite, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des bypass dynamiques. Bypass dynamique, ça va être soit une vanne de décharge, qui est une soupape, qui est tarée avec un ressort et un clapet de réglage, ou alors une vanne motorisée avec un débitmètre qui permet de dire, ben voilà, si mon débit au niveau des groupes, par exemple, descend en dessous d'une certaine valeur, j'ouvre progressivement la vanne ici pour maintenir ce débit. Et là, l'avantage des réseaux des schémas B et C, c'est que dans ce cas-là, on va utiliser les pompes primaires des groupes de froid ou des chaudières pour pousser directement dans l'installation. Donc, sur certains sites, on envisage de ça. Vous voyez, il n'y a pas de pompe secondaire qui est dessinée ici. On utilise les pressions primaires pour pousser dans l'installation. Mais attention, il faudra gérer le débit dans ce bypass. Et puis enfin, au niveau du réseau lui-même, pour gérer ces phénomènes d'interaction hydraulique, de ces variations de pression, eh bien, on va mettre en place des régulateurs de pression différentielle, ce qu'on appelle le kit STAP, à certains endroits de l'installation, qui vont rendre indépendantes, on crée ce qu'on appelle des modules indépendants de la pression sur l'installation pour gérer ces interactions hydrauliques, cette interactivité, ou voire même au niveau des vannes, on va utiliser ce qu'on appelle les vannes à pression indépendante qui intègrent un régulateur de pression qui vont permettre d'absorber ces variations de pression. Donc voilà les diverses technologies que l'on va utiliser et je vais passer maintenant la main à Brice pour aller dans le plus de détails de la compatibilité de ces interfaces hydrauliques. Bonjour tout le monde. Eh bien, c'est pas les bons slides. Attendez, on y arrive. Et je vois du direct, excusez-moi. Donc, bonjour à tous. Donc, on vient de mettre en évidence avec Eric la problématique de l'interactivité hydraulique et surtout des conséquences que ça peut avoir sur l'installation. Donc, on va à présent détailler les solutions qu'on vient de proposer sur la dernière slide, qui sont les bypass hydrauliques et les régulateurs de pression différentielle. Alors, commençons par les bypass. Alors, une fois que l'eau a été chauffée ou refroidie au niveau de la production, elle est mise en circulation par les pompes pour atteindre la partie d'installation qu'on appelle la distribution. Et là, les premiers éléments qu'on rencontre, ce sont les interfaces hydrauliques. Donc, ces interfaces, d'ailleurs, ont plusieurs noms. On peut les appeler bypass casse-pression, bouteille 3D, bouteille de découplage, bypass lisse. Voilà, tous ces éléments, en tout cas, sont là pour faire une séparation hydraulique entre le primaire, la production, donc, et le secondaire, la distribution. Donc, ce découplage est nécessaire, par exemple, quand le réseau primaire est à débit constant, donc quand le groupe froid ou la chaudière l'impose, et le secondaire à débit variable, comme par exemple quand on a des vannes de voie sur les unités terminales. Alors, c'est vrai que ces bypass sont parfois supprimés, donc quand les chaudières et les groupes froids acceptent le débit variable. Mais dans certains cas, on a quand même besoin de ces séparations hydrauliques. D'ailleurs, on en trouve encore beaucoup de ces bypass dans les installations existantes. Donc, on va d'abord voir comment on les conçoit. Puis, on va évoquer un phénomène qui s'appelle le phénomène de débit parasite, qui peut se produire sur le froid. Et enfin, on parlera de compatibilité des débits et le réglage de ces débits qui reste un point clé à surveiller pour le bon fonctionnement de l'installation. Donc, prenons pour commencer le cas d'une chaufferie. Donc, on est dans le cadre du chaud, dans laquelle on va rencontrer une bouteille casse-pression. D'ailleurs, pour l'anecdote, Eric, qui a travaillé sur l'installation de divers pays, m'a fait remarquer qu'il n'y a qu'en France que l'on appelle cet équipement une bouteille. Il n'a jamais entendu parler à l'étranger de bottle of decouplage, non, mais plutôt de bypass. Donc, en chaud, pour revenir au chaud, on va souvent concevoir la bouteille en respectant la règle des 3D, d'accord? Il faut savoir qu'un dé suffirait largement pour créer un découplage hydraulique. Parce que imaginons qu'on a sélectionné le tube de diamètre D au primaire correctement. Mon petit laser. Donc, on l'avait dimensionné pour 15 mm de colonne d'eau par mètre de perte de charge. Si on a une bouteille de 2 mètres de haut, on a par exemple
30 mm de colonne d'eau de perte de charge, soit 0,3 kPa, ce qui est largement suffisant pour créer un découplage hydraulique et casser la pression différentielle. Parce que dans un bypass, on va chercher à créer une résistance commune négligeable de 0,5 à 1 kPa. Alors pourquoi cette règle des 3D? Simplement parce qu'on va profiter de la présence de ce bypass et la transformer en bouteille, simplement en augmentant son diamètre, pour en rendre un équipement multifonction, donc bien sûr bypass de découplage, puis pot à bout, d'accord, et séparateur d'air. Avec les 3D de diamètre, on fait chuter la vitesse dans la bouteille, dans le bypass. Donc ça favorise d'une part, en partie haute, l'évacuation des poches d'air, d'accord. On aura équipé la bouteille d'un purgeur automatique en point haut, et ça favorise aussi la décantation des impuretés en point bas. On aura équipé le bas de la bouteille d'une vanne de chasse qu'on ouvrira régulièrement pour évacuer ces impuretés. Donc, au passage, je rappelle qu'on propose des équipements un peu plus performants que ces méthodes pour évacuer à la fois les impuretés ou le dégazage, comme les produits de la gamme Zeparo et le Vento Connect. Pour revenir à ce fameux 3D, ce sera vraiment un grand maximum. Il ne faut pas tenter le 4D ou 5D, parce qu'en fait, là, on va créer un autre phénomène qui s'appelle le phénomène de bicirculation. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en froid, on préférera plutôt respecter la règle des 2D, ou même le 1D, d'accord? Parce qu'en froid, l'eau est à 12 degrés, par exemple, en partie haute de la bouteille, et à 7 degrés en bas, dans le bypass. Et dans ce cas, le faible delta T se traduit aussi par un faible différentiel de densité. Et ça ne favorise pas la stratification comme on l'avait en chaud. D'autant plus que dans certains cas, on profite de ce bypass pour le transformer en ballon tampon, donc pour stocker de l'eau glacée, pour éviter que le groupe froid fonctionne en court cycle. En théorie, pour parler du ballon tampon quelques minutes, donc en théorie, le ballon tampon de découplage combine deux fonctions. D'abord, il supprime l'interactivité, comme on vient de le voir, pour garantir un débit constant sur les groupes, d'accord. Et grâce au volume d'eau glacée, à faible charge, la réserve permet au groupe de ne pas travailler en court cycle, ce qui nuirait à sa longévité. Pardon. Mais attention, parce que dans la réalité, en présence d'un ballon à 4 piquages, il faut être prudent et s'assurer que tout fonctionne correctement. Alors en effet, il peut arriver que le ballon de découplage, on remarque un problème classique en hydraulique qu'on appelle la bicirculation ou le débit parasite. Donc pour se rendre compte du phénomène, il faut d'abord pouvoir relever des températures, donc sur les allers-retours du primaire et du secondaire. Et ici, par exemple, les températures qu'on a relevées sont des températures réelles constatées sur un site que vous voyez en photo en haut à droite. Donc on voulait produire 6 degrés au départ des groupes froids, et malheureusement, on constate qu'on n'avait que 10 degrés, plus de 10 degrés au départ du secondaire. Donc en analysant les températures, on se rend compte que d'une part, au retour, la température passe de 14,3 à 13 degrés, et que c'est passé un mélange au niveau de la bouteille. Et on remarque aussi un mélange au départ, on voulait 6, on a 9, et en départ, on a 10. Donc là, il y a un deuxième mélange. En fait, il y a 2 points de mélange dans cette drôle de bouteille, parce qu'on a 2 flux en fait, qui vont se croiser dans la bouteille. Donc ça, simplement à cause du diamètre de la bouteille, ou du ballon, du coup, donc, qui crée une faible vitesse. Et comme il y a une très faible densité, très faible différence de densité, l'eau circule un peu comme elle veut dans la bouteille. Donc là, on a un problème qu'on peut résoudre, ce qui avait été fait sur ce site, simplement, en modifiant la canalisation. Donc on a sectionné la canalisation qui arrivait dans le retour du secondaire qui arrivait sur la bouteille pour l'amener directement sur le secondaire du primaire. Donc ainsi, en transformant la bouteille de 3 piquages à 4 piquages, par contre c'est l'inverse, en passant de 4 piquages à 3 piquages, donc on conserve notre séparation hydraulique, parce qu'on a toujours très peu de perte de charge entre ce point-là et ce point-là, parce que la bouteille, en plus, elle est surdimensionnée, les pertes de charge sont négligeables. Et dans ce petit bout de tube, même s'il fait 1D, les pertes de charge sont négligeables aussi. Donc, globalement, le bypass fonctionne. En plus, on a conservé notre réserve d'eau glacée, qui est toujours ici pour éviter les démarrages court cycle. Et grâce à ce petit bout de tube, qui ne fait que 1D de diamètre, on n'a plus de débit parasite, on a cassé le phénomène, on a de nouveau un ballon tampon qui fonctionne correctement. Voilà. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est dans ce bypass, quel débit passe exactement? Est-ce qu'on applique des règles qu'on a appris
par-ci par-là. On ne sait pas trop quel débit passe dans cette bouteille. On respecte les règles 3D, 2D, ok, mais comment on dimensionne réellement et en fonction de quoi? Donc, comme tout élément en hydraulique, une pompe, un circulateur, une vanne d'équilibrage, il faut qu'on connaisse un débit, une perte de charge. Ça, c'est la règle classique. Donc, la perte de charge, on la connaît, hein, dans ce bypass, on va créer de 0,5 à 1 kPa maximum. Et pour le débit, donc là, il faut un peu se creuser la tête. Et si on regarde ce schéma, par exemple, hein, d'abord, on va se poser une question. Est-ce que je suis en régulation modulante ou est-ce que je suis en régulation tout ou rien? Et le débit qui passe dans le bypass, en fait, c'est simple. C'est la différence que va produire ici au niveau du primaire, donc le débit donc chaud ou froid qu'on va produire, et ici le débit chaud ou froid qu'on va utiliser au secondaire. Et la différence de ces deux débits, c'est ce qui passe dans le bypass. Donc, premier cas, je regarde ce qui se passe dans une installation modulante. Donc, au niveau du secondaire, on regarde la courbe violette qui est ici. Donc, c'est la courbe classique hein, qu'on utilise en régulation modulante qui dit que pour 50% de puissance, j'utilise 20% de débit. D'accord? Mes vannes sont en 0,10 volts, par exemple. Je veux 50% de puissance, j'ai besoin de 20% de débit. Ça, c'est ce qui se passe au secondaire. Au primaire, comme je veux 50% de puissance, j'ai quel groupe? J'en enclenche deux, en imaginant que c'est de puissance équivalent. J'enclenche mes deux groupes, mes deux pompes, donc je délivre 50% de débit. Donc, je délivre 50% de débit au primaire, j'en utilise 20 au secondaire. J'ai 30% du bypass, du débit, qui circulera dans le bypass. Voilà pour ce qui se passe à 50% de puissance. Maintenant, si je fais le travail point à point, pour toutes les puissances, je vais me rendre compte que le débit maximal qui passera dans le bypass sera de l'ordre de 58,2%, environ 60%. Maintenant, si je fais ce même travail avec une régulation tout ou rien, donc là, au niveau de l'émission, la courbe est linéaire, hein, c'est une droite. Pourquoi c'est une droite? Parce qu'en fait, à 50% de puissance, imaginons que j'ai 50% de puissance, j'ai la moitié de mes vannes fermées, la moitié de mes vannes ouvertes. Qui dit la moitié des vannes ouvertes, j'ai besoin de 50% du débit. Au niveau des groupes, à 50% de puissance demandée, je mets en route 2 groupes sur 4 et je délivre 50% de débit. D'accord? Donc, je délivre 50%, j'utilise 50%. Dans ce cas particulier, dans mon bypass, je n'ai pas de débit qui circule. Là, pareil, si je fais ça point par point, je vais me rendre compte que le débit maximal dans le bypass, dans la bouteille, sera de 32%. Et si vous faites l'exercice sur vos installations, vous constaterez que dans la bouteille, en fait, ça passe entre 30 et 60% du débit. Donc voilà ce qui concerne le dimensionnement de ces bypass ou bouteilles. Donc, l'une des clés des installations bien conçues, c'est le respect de la compatibilité des débits. Alors, c'est un problème courant qu'on rencontre aussi bien en chaud qu'en froid, dès qu'on utilise un bypass de découplage. Donc, le plus simple pour parler de la compatibilité des débits est de regarder ce qui se passe quand il n'y a pas compatibilité des débits. C'est pas facile à dire, compatibilité des débits. Dans ce cas, par exemple, sur mon schéma ici, on traite de froid, mais c'est pareil pour le chaud. Donc, au primaire, mes deux groupes sont enclenchés. Je délivre 100% de débit à 6 degrés. Donc, c'est pour le débit nominal. Tout se passe bien. Au secondaire, par contre, j'ai une pompe surdimensionnée, qui utilise 150% du débit. Et là, ce qui se passe, c'est que la pompe secondaire a besoin de 150% de débit. Elle prend les 6% produits au primaire et les 50% manquants, elle va les prendre sur son propre retour. Donc là, on va créer un point de mélange. On avait une belle bouteille de découplage. En fait, on la transforme en bouteille de mélange. Et donc là, je dégrade ma température de départ et j'envoie de l'eau maintenant à 7,9 degrés au lieu des 6 attendus. Donc là, je vais avoir un problème de confort, sûrement. Un problème aussi de déshumidification. Si j'envoie cette eau à une CTA, le phénomène ne va pas se produire. Il y aura un dysfonctionnement. Et pour ce qui est des pompes secondaires surdimensionnées, c'est pas un cas isolé. Hein. Le Caustic a fait une étude il y a quelques années et avait constaté que sur 90% des installations qu'elle avait analysées, étudiées, elle avait recalculé toutes les HMT et 9 fois sur 10, la HMT était surdimensionnée de 50%. Donc, c'est pas 1, 10 ou 20%, c'est 50% de HMT en trop. Et qui dit trop de HMT dit trop de débit et donc dit des ordres de cet ordre. Donc, on peut être tenté dans un premier temps d'abord de mettre une pompe encore plus grosse. On se dit j'ai un problème de débit, c'est sûr. On augmente la taille de la pompe ou on augmente d'abord sa vitesse
Et là, on se rend compte qu'on renforce le problème rapidement. Donc là, c'est un exemple en chaud. Je voulais 80. En fait, j'envoie de l'eau à 69 degrés. Donc là, ça ne va pas du tout. L'autre façon, on pourrait tenter aussi, pour aller vite, d'augmenter le point de consigne. Je prends la courbe du régulateur, je la mets au maximum. Et maintenant, j'envoie de l'eau à 87 degrés au primaire, alors que j'avais fait tous mes calculs à 80 degrés. Et malheureusement, on va résoudre le problème. Voilà, je peux le dire. Je voulais 80 degrés, j'obtiens mes 80 degrés. Donc, tout le monde est content, sauf qu'on va brûler du gaz simplement pour compenser un problème de compatibilité débit. Donc là, j'ai de la chance, j'avais aussi surdimensionné mes chaudières, tant à faire. Donc, j'avais pas de problème pour augmenter ma température de départ. Mais si mes chaudières sont insuffisantes, on pourrait même être amené à installer une troisième chaudière pour atteindre ma température de départ souhaitée. Et donc là, on obtient un résultat, mais à quel prix? Alors que la solution est plutôt simple. Quand on prend du recul, quand on a regardé notre webinaire, on se rend compte que si on a en plus le moyen de lire les débits, c'est aussi un souci, ça. Donc l'idéal, c'est d'avoir installé des 20 TA pour pouvoir lire des débits grâce au TScope. Et dans ce cas, la solution est de quel est le débit des pompes secondaires, d'accord, de façon à ce que son débit soit égal au débit primaire. On peut prendre un peu de marge en réglant le débit du secondaire à un débit un peu inférieur, de l'ordre de 95% par exemple. Mais pas trop non plus, parce que le débit en fait, qui va circuler dans le bypass va venir dans le cas du chauffage, réchauffer les retours, donc éviter, provoquer un problème de condensation. Et en groupe froid, on va dégrader le COP du groupe froid. Donc, on va réduire le débit au secondaire, c'est la solution. Mais c'est vrai que réduire les débits, on n'aime pas trop ça. On a peur de manquer de débit. Et on pense à tort qu'on va compenser cette température dégradée par une augmentation de débit. Alors, ce qui est pas tout à fait vrai, parce que là, si on regarde par exemple mon exemple, je voulais 6 pour avoir mes 100% de puissance au niveau du secondaire. J'ai 7, 9. Et donc là, en utilisant la courbe d'émission classique, j'ai perdu 18% de puissance, ce qui est pas mal. Donc face à ça, j'ai compensé avec 150% de débit en plus. Et là, on se rend compte qu'avec la courbe d'émission classique, toujours, en augmentant le débit en passant de 150% du débit, on produit 10% de puissance en plus seulement. D'accord. Et si je passe à 200%, je vais obtenir 120% de débit. D'accord. En fait, là, ce qu'on fait, on sature l'émetteur et on ne produit pas plus de puissance pour ça. Donc, il faut oublier le fait de compenser une température dégradée par une augmentation de débit. Un dernier exemple d'incompatibilité débit, c'est ce type d'installation où le bypass hydraulique n'est pas placé directement entre la production et la distribution. Donc, c'est le cas principalement quand on a des longues distances. On préférera mettre le bypass de découplage en bout de réseau. Donc, on va créer une boucle de distribution, d'accord, qui, si elle est bien conçue, a le même fonctionnement qu'une bouteille de découplage classique. Sauf que, imaginons dans mon cas qu'au niveau du primaire, tout se passe bien, je délivre 100% du débit. Au secondaire, j'ai un peu surdimensionné, c'est déjà pas mal. Je prends que 60% ici, 60% ici sur mes deux circuits. Donc pour le premier circuit, pour lui, tout va bien, il prend 60% du débit, d'accord. Il délivre la température, l'eau à la bonne température. Le second circuit, lui, il n'a que 40% du débit attendu. Il en veut 60, parce qu'il est aussi un peu surdimensionné. Et lorsqu'il va puiser 20% du débit manquant sur son propre retour, donc il va créer à nouveau un point de mélange, donc dégrader encore la température de départ. Donc, ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, le débit dans le bypass est inversé. On voulait un bypass qui fonctionne dans le sens classique. Donc, on prévoit une petite marge. Donc, on a toujours un peu de débit qui est vécu dans ce sens-là. Et là, pas de peau, le débit s'est inversé. Pourtant, on avait tout prévu. On avait prévu des flèches sur le plan, des étiquettes sur les tubes, mais rien n'a y fait. Le débit s'est inversé et j'ai un dysfonctionnement. Donc, la solution qu'on pourrait adopter, c'est de mettre un clapet anti-retour sur l'installation. Donc là, ce n'est pas une bonne idée, parce que le clapet anti-retour va se fermer simplement. Le débit s'inverse, le clapet se ferme. Et là, j'ai plus de bouclage hydraulique, j'ai plus de découplage. Et donc là, j'ai à faire des interactions puissantes, puisque je vais mettre en série deux pompes. Et là, bon, c'est des soucis un peu plus importants qu'il faudra résoudre. L'autre solution, c'est de mettre une vanne TA, parce que la vanne TA, ça résout tout. Mais on ne sait pas comment la régler. Donc, on va la régler à moitié, par exemple. Mais là encore, une vanne TA à moitié, ça crée des pertes de charge.
Et comme on l'a dit, une bouteille de découplage, c'est de 0,5 à 1 kPa, pas plus. Sinon, on a une perte de charge commune trop importante. Et donc, on crée encore une interactivité hydraulique. Donc, la solution, maintenant vous le savez, hein, c'est d'avoir des débits secondaires un peu inférieurs aux primaires. Donc, par exemple, de prévoir 48% de débit ici, 48% ici. Donc, c'est pas simplement agir sur la pompe, hein, c'est aussi derrière faire l'équilibrage correct des débits. Et les 4% restants, bah, ils passent dans le bon sens de mon bypass, hein, pour revenir au niveau de la production. Donc, une fois qu'on a réglé les problèmes d'interactivité entre la production et la distribution, il faut gérer la compatibilité des débits en réglant la HMT des pompes et en réglant les débits au niveau des émetteurs, des unités terminales. En débit variable, il reste des interactivités entre émetteurs. Comme l'a dit Eric tout à l'heure, hein, quand on ferme une vanne, on a des répercussions sur les autres vannes qui voient leur débit augmenter ou baisser. Donc pour ça, on a plusieurs solutions chez IMI. D'abord, on peut créer des modules indépendants de la pression. Donc un module indépendant de la pression, il est équipé d'un régulateur de pression différentielle qu'on appelle STAP chez IMI. Et derrière, on équipera chaque unité terminale de vannes de voies dépendantes de la pression, qu'on appelle TBVC, d'accord, et qui nécessitera d'ailleurs un petit calcul d'équilibrage, parce que la vanne de voie ici sera favorisée par rapport à la vanne de voie ici. C'est là qu'intervient Antoine et notre bureau d'études intégré. Deuxième solution, j'utilise des vannes à pression indépendante. Donc là, ces vannes ont un petit pouvoir. Elles intègrent en leur sein un régulateur de pression différentielle. Donc là, la pression différentielle ne va pas être gérée en sortie de trémie ou en pied de colonne, en logement par exemple, mais va être gérée unité terminale par unité terminale. Donc en fait, chaque unité terminale va être indépendante l'une de l'autre, donc plus d'interactivité. Dernière solution, la nouvelle, c'est la TA Smart, hein, qui est une vanne d'équilibrage, dérégulation et en plus qui fait du comptage d'énergie, de puissance, de débit. Donc cette vanne sera plutôt destinée donc, aux CTA, aux échangeurs, et elle va permettre aussi de contrecarrer ces interactions hydrauliques. D'ailleurs, à noter, hein, au mois de juin, je crois, c'est ça, hein, il y aura un webinaire spécial TA Smart à ne pas rater. Pour conclure, donc comme on vient de montrer, l'interactivité hydraulique peut provoquer des dysfonctionnements importants sur nos installations CVC. Donc, elles affectent bien sûr le confort, la longévité du matériel, la consommation énergétique et donc, elles aggravent l'empreinte carbone du bâtiment. Donc, ça, c'est pas bien. Et on l'a vu, l'utilisation de bypass statiques ou dynamiques, ainsi que les régulateurs de pression différentielle, permettent de maîtriser l'hydraulique de l'ensemble de l'installation. Et IMI Hydraulique dispose d'un panel complet de technologies, donc il faudra adapter à chaque type d'installation. Je passe la parole à Antoine. Attention, effet spécial. Merci Brice. Donc, on va passer donc à la session questions-réponses. Je vais consulter vos questions. Pour ceux qui ont des impératifs, on vous donne rendez-vous en tout cas le 19 mai pour parler cette fois des boucles de régulation et voir des exemples ensemble. Alors, on va donc passer aux questions. Alors, j'ai une question donc, concernant l'interaction hydraulique. On peut également gérer l'interaction hydraulique avec une boucle de Tickelmann. Non. Tu veux peut-être prendre la parole, Brice, ou Eric? Eric plutôt peut-être. Oui, la question c'est est-ce que la boucle de Tickelmann va solutionner les problèmes d'interactivité hydraulique, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Oui, alors, bon, très rapidement, je ne sais pas si tout le monde sait, alors je suppose que c'est une boucle de Tickelmann, enfin, c'est une astuce hydraulique qui était utilisée il y a pas mal d'années maintenant, qui consistait à dire finalement, j'ai un déséquilibre hydraulique sur une installation, par exemple une chaufferie avec 3 chaudières, parce que j'ai une chaudière qui est alimentée en premier avec une pompe commune, et puis j'ai la deuxième chaudière, et puis j'ai la troisième chaudière. Donc finalement, j'en ai une qui va être en surdébit par rapport à la dernière. Et donc l'astuce de ce monsieur Tickelmann, d'ailleurs, personne n'a retrouvé sa trace, mais qui était de dire, eh bien en fait, je vais faire une boucle
de façon à ce que la première chaudière alimentée ait son départ vers l'installation le plus long possible. Et puis la deuxième aura son départ à l'installation en deuxième, et puis la troisième qui est alimentée, donc qui est alimentée en dernier, aura son départ sur l'installation le plus court. Et donc finalement, on a égalisé les longueurs de tuyauterie, et chaque chaudière étant alimentée par la même longueur de tuyauterie, on a équilibré le débit de ces trois chaudières. Donc c'est une astuce d'équilibrage. En fait, c'est intéressant, sauf que c'est valable uniquement dans le cas où d'abord on avait affaire à des pertes de charge de très faibles, des pertes de charge de chaudière pardon, qui soient très faibles. En fait, c'était des grosses marmites avec très peu de pertes de charge, donc une longueur de tuyauterie, un bout de tuyauterie, un mètre en plus ou en moins avait un impact. Aujourd'hui, les pertes de charge des chaudières sont beaucoup plus importantes, puisque du fait des hauts rendements, des chaudières à condensation, etc., on a des pertes de charge beaucoup plus importantes. Donc la longueur de tuyauterie a peu d'importance. C'est également deuxième condition, c'est que on ait affaire à 3 fois la même chaudière. Si vous avez des chaudières différentes, bien sûr que ça n'a plus de sens d'avoir des longueurs de tuyauterie qui égalisent les pertes de charge parce qu'elles n'ont pas besoin des pertes de pression identiques c'est des technologies différentes. Donc, si on a une chaudière au rendement, une chaudière à condensation et puis on a gardé par exemple l'ancienne chaudière en secours, ça n'a plus de sens de faire une bouille Tickelmann. Donc, aujourd'hui, généralement, elle n'a aucun intérêt particulier. Elle va coûter, on continue à la rencontrer sur des sites, c'est presque le coup de crayon d'habitude du bureau d'études, du concepteur qui a eu l'habitude de faire ça, mais elle n'a aucun intérêt, et encore moins, et pas du tout même si vous avez mis une pompe de charge sur chacune des chaudières. Là, vous avez le débit qui est une pompe, une chaudière, donc vous avez le débit, il n'y a plus à faire l'équilibrage puisque chaque chaudière a sa pompe. Et on trouve quand même des fois des bouts de Tickelmann ou des fois sur le réseau. Donc alors, pour répondre, désolé, c'est un petit peu long, mais ça plus d'intérêt ou quasiment pas d'intérêt aujourd'hui sur nos installations et ça ne va résoudre en rien d'interactivité hydraulique. Par contre, là, ça n'a aucun rapport et l'interactivité hydraulique sera toujours présente, bout de Tickelmann ou pas bout de Tickelmann. Ok. Merci Eric. Je passe à la question suivante. Dans le cas des solutions d'équilibrage des antennes de secondaire, comment gérer le bouclage en bout d'antenne pour permettre d'irriguer les antennes ou veiller au débit minimum des pompes? Oui, je réponds ou… Oui, oui. Donc, ça, c'est une question qui est très intéressante. C'est finalement comment on gère le débit minimal des installations. On a fait d'ailleurs un webinaire, alors je ne sais plus si c'est l'an dernier ou celui d'avant, ça fait partie des séries de webinaires, hein, puisque on a déjà fait 12 webinaires, et puis cette année, on en fait 6 de plus, donc 18 au total. Donc, il y a tout un programme qui est toujours accessible sur le débit minimal des installations. Et c'est vrai que quand on travaille à débit variable, et on travaille maintenant de plus en plus à débit variable, et encore plus en débit variable modulant, eh bien, 50% de puissance, comme l'a dit Brice, ça correspond à 20% de débit. Donc, j'ai 20% de débit et je vais arriver à un moment donné où je suis en dessous du débit minimal acceptable pour les pompes, débit minimal acceptable, mettons, pour les groupes de froid, pour les chaudières, et également avoir un débit de circulation dans mon installation de façon à maintenir la tuyauterie en température. Donc, on va faire des bouclages. Et il y a plusieurs façons de faire les bouclages. En bout de ligne, on peut mettre un bypass fixe avec une vanne d'équilibrage. Ça, c'est une première façon de faire. On va dire c'est facile, c'est pas coûteux. Par contre, le désavantage, c'est que ça va être un bypass permanent. Donc, vous aurez en permanence 10% du débit en plus qui va circuler dans votre installation. Si vous avez réglé ce 10%, il faudra régler correctement d'ailleurs. Donc, ça, c'est une première façon. Deuxième façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les vannes de décharge. C'est-à-dire qu'on met des petites vannes de décharge en bout de ligne qui, quand elles vont voir l'augmentation de pression, vont s'ouvrir pour bypasser une certaine quantité de débit. De nouveau, il faudra faire attention de les régler correctement, ces vannes-là. Et la troisième façon, c'est d'utiliser un bypass avec une vanne motorisée. Par exemple, vous la couplez à la dernière CTA et quand la vanne de régulation de la CTA se ferme, eh bien, le même signal de régulation, c'est le même, hein, il n'y a rien à faire en plus, vient ouvrir progressivement ce bypass. Alors là, c'est presque l'idéal que vous pouvez faire. Vous n'avez pas d'investissement de régulation à faire, simplement vous avez votre bypass motorisé ou alors de façon centrale, vous pilotez vos bypass de façon centrale. Voilà, en quelques mots, mais il y a tout un webinaire sur ce sujet. J'espère que j'ai répondu. Oui. Ah oui, tu as très bien répondu, je pense.
une réponse complète, mais si vous voulez affiner cette question, bah, vous pouvez consulter notre webinaire, donc disponible sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Donc un webinaire complet fait sur le sujet, le débit, comment gérer le débit minimal dans une installation. Alors, je passe à la question suivante. Donc, une question spécifique. Peut-on récupérer le PPT de présentation de ce webinaire? Oui, bien sûr. Au format PPT. Format PPT, je ne sais pas. PDF, oui, en tout cas. On vous envoie, on peut vous envoyer les supports PDF. Donc, n'hésitez. Bah, on va récupérer simplement vos coordonnées et vous envoyer ces éléments à la fin du webinaire. Et puis, on reprendra contact avec vous si vous avez d'autres besoins. Pas de souci. Je passe donc à la question suivante. Quelle est la limite de delta T en chaud ou en froid pour passer d'une conception de bouteille de découplage en 3D ou en 1D? Delta T 6 degrés, delta T 10 degrés ou delta T 15 degrés. Donc en fonction de la limite de delta T, on changerait la conception de la bouteille de découplage pour passer de 3D à 1D. En fonction du delta T. Ouais. En fait, ici, alors, c'est pas tellement le delta T qu'on va prendre en compte, mais c'est plutôt le fait que, si je comprends la question, hein, ce serait une installation qui travaillerait en changeover, c'est-à-dire que je la fais travailler soit en chaud, soit en froid. Et finalement, on pourrait se poser la question, oui, mais comment je vais dimensionner ma bouteille? Brice a expliqué qu'il y avait un dimensionnement avec une règle empirique des 3D, par exemple, pour le chauffage. Et puis ensuite, en froid, on utilise la règle des 2D, voire 1D, ou alors un ballon carrément. D'accord? Et on pourrait se dire, ouais, mais en ce cas-là, chaud et froid, comment je fais, quoi? Puisque les deux sont. Et en fait, on va appliquer les règles du froid. En fait, on va toujours appliquer les règles les plus demandeuses, on va dire. Et on va appliquer la règle du froid. Soit ça sera du 2D maximum, parce qu'on veut éviter à tout prix les débits parasites. C'est vraiment une gangrène. Hein. Débit parasite, ça veut dire c'est une chute de puissance dans votre installation. Donc, ça. On t'a perdu, Eric? Il n'aime pas le débit parasite. Il s'est fait gangréner par le débit. Ok. Bon, eh ben, c'est pas grave. En tout cas, J'espère que vous avez répondu à la question. oui, on a eu une petite coupure, Eric. Mais bon, mais on avait quand même entendu une partie de ta réponse, pas de problème. On pourra également affiner la réponse directement auprès du concerné. Donc, on prendra directement contact avec vous pour comprendre tout ça, affiner ça, vous apporter un peu plus de précision. Donc, j'ai d'autres questions. Par contre, une boucle de Tickelmann du côté secondaire permet de résoudre les problèmes d'équilibrage sur les émetteurs. Alors ouais, c'était plus une remarque par rapport à la réponse de tout à l'heure d'Eric. Donc, disons que la boucle de Tickelmann va permettre de résoudre certains problèmes d'équilibrage sur les émetteurs. Si c'est fait dans certaines conditions, ça peut résoudre certains problèmes d'équilibrage, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre la boucle de Tickelmann et il faut vraiment être sûr de son. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez, oui. Antoine? Ouais. Oui, on t'entend, Eric. Ouais. Il faudra juste faire attention, effectivement, de nouveau, c'est une astuce d'équilibrage qui pourrait nous aider pour l'équilibrage des émetteurs. Il faudra faire juste une attention à une chose, c'est que si vous mettez des boucles de Tickelmann en place, mis à part les rajouts de tuyauterie à faire, c'est une troisième tuyau à rajouter, alors ça va dépendre des configurations d'installation, mais ça va provoquer des variations de pression plus importantes que vous n'auriez si vous n'avez pas fait de boucle de Tickelmann. Donc ça veut dire que l'importance de mettre des régulateurs de pression différentielle sur l'installation ça va prendre encore plus d'importance. Juste voilà, faire attention à ça, quoi. Ouais, d'accord. Oui, et puis attention aussi au coût des matériaux, puisque en effet, ça fait des ajouts de tuyauterie. C'est mieux pour une application en débit constant. Mais ok. On pourra en rediscuter également si vous le souhaitez.
comment revoir les webinaires de l'année dernière? Eh ben, simplement sur notre chaîne YouTube ou plutôt sur le plus facile sur notre site internet, hein. Vous tapez IMI Hydronique, rubrique webinaire et vous avez tous nos replays. Voilà. Si vous êtes intéressé par la présentation, pas de problème, on vous enverra la présentation. Ok, très bien, merci pour vos remarques. Je passe donc à la question suivante. Peut-on conserver les bouteilles casse-pression tout en faisant travailler l'installation en débit variable? Que je réponde, Antoine? Oui, vas-y, Eric, s'il te plaît, oui. Ouais, ça c'est de nouveau une question et un point très intéressant parce que il y a beaucoup d'installations qui existantes, qui travaillent à débit constant, où on utilise des bouteilles casse-pression pour séparer les réseaux hydrauliquement et on a raison de le faire, plutôt que d'avoir une grosse pompe qui pousse dans toute l'installation. Eh bien, on va scinder le réseau, par exemple un gros site hospitalier, et on va trouver des sous-stations avec des bouteilles casse-pression. Le désavantage, alors, hydrauliquement, c'est très bien, c'est très propre si ça a bien été réglé. Maintenant, le désavantage, c'est que c'est une installation qui travaille à débit constant en permanence. C'est-à-dire, j'alimente mes bouteilles, quoi qu'il arrive. Donc, pour les faire travailler à débit variable, on peut le faire. Et simplement, ce que l'on fait à ce moment-là, on va travailler avec des vannes de voie en injection de cette bouteille. C'est-à-dire que finalement, on va recréer une vanne 3 voies au côté secondaire en travaillant avec une vanne de voie en injection sur cette bouteille. On a fait plusieurs projets de ce type-là. Et la vanne de voie, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est souvent une vanne d'équilibrage qui était installée sur le retour de ces bouteilles. Vous voyez, la vanne à bride, la STAF. Eh bien, on pourra la convertir très simplement en démontant cette vanne et en la remplaçant par une vanne modulator parce que les encombrements de la vanne sont les mêmes. Donc, il n'y a pas de travail de tuyauterie à faire. Et c'est ce qu'on a fait aussi sur les nouvelles technologies que mentionnait Brice et puis Antoine, la TA Smart avec comptage énergie. On a fait en sorte que l'encombrement de la vanne, le bride à bride, soit le même, soit standard. Si bien que sur votre installation, vous devez faire que, entre guillemets, démonter une vanne et la remplacer par cette nouvelle vanne pour transformer votre installation débit constant en débit variable et avoir du comptage d'énergie sans travail de tuyauterie, ce qui est évidemment très important sur un chantier, ne pas avoir coupé les tuyaux, soudé, etc. et arrêter l'installation. Donc voilà, de nouveau, on pourra en parler plus de façon détaillée, mais oui, on peut convertir ces installations en débit variable et garder les bouteilles. Ok, merci pour la réponse. Et puis, on va passer du coup à la dernière question. Est-ce qu'une pompe à vitesse variable permet de réduire les problèmes d'interactivité hydraulique? Alors, de nouveau, les pompes à vitesse variable, voilà, elles ont l'avantage, c'est qu'elles permettent de stabiliser la pression à leur sortie, entrée-sortie, la hauteur manométrique. Donc, vous avez, par exemple, consigné une hauteur manométrique de, je ne sais pas moi, 200 kPa, 20 mètres de colonne d'eau. Et puis, la pompe à vitesse variable, elle va faire en sorte que cette hauteur manométrique reste constante quand le réseau est en train de s'ouvrir et de se fermer. Elle garde toujours la même hauteur manométrique. C'est-à-dire que si le réseau se ferme, eh bien, en fait, à ce moment-là, la pression aurait tendance à augmenter, eh bien, elle va réduire sa vitesse de façon à stabiliser la hauteur manométrique à la sortie de la pompe. Donc, de ce point de vue, elle va réduire l'interactivité parce qu'au moins, elle ne va pas fournir plus de pression alors que le réseau est en train de se fermer. Donc ça va. Par contre, elle ne va pas résoudre des problèmes d'interactivité dans l'installation elle-même, parce que dans l'installation, les problèmes d'interactivité viennent de la variation des pertes de charge de la tuyauterie. Et si le débit, par exemple, chute à un endroit de l'installation, je change le débit, je change la perte de charge au carré. Et donc, à ce moment-là, cette variation de perte de charge va se reporter sur d'autres parties de l'installation. J'ai bien stabilisé au départ, mais par contre, j'ai encore des variations sur mon installation. Et c'est pour ça qu'on va se faire aider par les régulateurs de pression différentielle qu'on va trouver. On a une pompe à vitesse variable et ensuite, on va trouver quelques régulateurs de pression différentielle pour gérer ces variations de pression, cette interactivité dans l'installation elle-même. D'accord. Donc, les pompes à vitesse variable, elles vont permettre de faciliter la résolution des problèmes d'interactivité, peut-être, mais en tout cas, jamais elles ne seront capables de s'adapter au réseau finalement. C'est ça. Okay. Quand même, dernière question là, que je rattrape à la fin. Est-ce que la vanne, donc la technologie TA Smart intègre un débitmètre Non, pardon. Est-ce que la vanne TA Smart intégrant un débitmètre est indépendante de la pression?
Ah, ça aussi, c'est une question. Je ne sais pas où c'est Brice ou Antoine, vous voulez répondre? Oui, Brice. Oui, alors, Ouais. c'est Hollywood. Donc la T-Smart, non, elle n'est pas indépendante de la pression, tout simplement parce que c'est une vanne de régulation, on va dire, classique, même si elle héberge un compteur à ultrasons, un débitmètre à ultrasons, elle n'est pas équipée comme la Compact P d'un régulateur de pression différentielle avec un système de membrane et de ressort. Donc si la pression différentielle augmente, la vanne de voie, la T-Smart, l'encaisse. Et c'est ça qui était très compliqué à intégrer dans la vanne. C'est un système de clapet et de siège qui permettent de contrecarrer ces hausses de pression différentielle jusqu'à 40 mètres de colonne d'eau. Mais ce qui va se passer, en fait, c'est que le débit va augmenter, hein, comme la pression différentielle augmente. Le débitmètre va le détecter et la course du moteur va être modifiée pour rétablir le débit qui a été consigné. Voilà. Simplement, avec un petit temps, elle va percevoir cette hausse de débit pour le rétablir juste après. Donc, elle n'est pas indépendante de la pression, mais elle va savoir agir pour rétablir le débit, et ça très rapidement et très précisément. C'est ce qui fait le point fort de cette TA Smart. Bon, eh ben, merci pour cette réponse complète. On va donc clôturer cette session et on vous donne donc rendez-vous le mois prochain, le 19 mai à 11 h pour vous détailler les boucles de régulation, vous montrer des applications. On pourra parler également de vos cas pratiques. Voilà, donc à très bientôt. On vous envoie également les éléments. Vous pourrez trouver les replays sur notre site et avoir accès à tous nos anciens webinaires également. N'hésitez pas à contacter si vous avez des difficultés à accéder à ces éléments. Et merci pour votre participation. Bonne journée. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Au revoir.